Bienvenue dans le futur du Disney Film que j'ai déjà fait sur À la poursuite de demain. Un top retour spécial Tipeee qui m'a été demandé par Bella Storm, que je remercie une fois de plus, c'est pas la première fois, je suis reconnaissant pour ça. Donc À la poursuite de demain en plus est un film très intéressant, c'est le seul film pleinement sans rapport avec l'animation que j'ai traité sur ma chaîne en tant que Disneyphile. Je compte pas les HS qui sont à part une fois de plus, et ça me tenait à cœur de le faire tout simplement parce que c'est mon film Disney live action préféré. Sachant que dans l'absolu, vous pourriez pointer des films produits par des sociétés appartenant à Disney, avant ou après coup, qui seraient peut-être mieux pour moi. Et une fois de plus, c'est aussi le côté très chiant de cette liste, parce que on m'a pas trop repris là-dessus, donc je suis plutôt content, mais c'est clair et net que c'est pas impossible que j'en ai zappé un ou deux qui sont Disney sans que je le sache. Oui, c'est pas impossible. Et au bout d'un moment, je m'en fous un peu, je vous cache pas, j'ai pas que ça à foutre de vérifier l'étiquette derrière chaque film que j'ai regardé existant. Si à un moment donné, je fais pas gaffe à tout, quoi. Mais bon, dans ce qui est vraiment typiquement reconnu comme étant Disney, c'est mon film préféré. Et j'étais content de faire une critique dessus, même si ça n'a pas eu une réception énormissime en termes de nombre de vues, ce qui n'est pas très étonnant parce que c'est un film dont les gens se foutent, c'est un film qui a été assez oublié maintenant, mais je suis content d'avoir pu enfin en parler, et je suis content des retours, commentaires écrits qui étaient très sympathiques à lire, et malgré tout, je peux pas nier que ce film est imparfait. Je peux même assez vite comprendre pourquoi on ne serait pas pris dedans d'un point de vue écriture détaillé, parce que il y a certains détails qui sont un peu discutables de façon évidente. La raison pour laquelle je vais me pencher un petit peu sur les points noirs de ce film, les éléments qui sont à redire, qui sont pas très compliqués à voir et à présenter, donc je m'excuse d'avance si cette vidéo est un peu courte. En avant pour le top 7 des pires points dans la poursuite de demain. Numéro 7, quelques moments sans gêne un peu lourds de Casey. J'aime bien le trio principal, en particulier Frank et Athena qui forment un duo décapant que j'adore, vraiment ils portent très bien le film. Néanmoins, l'héroïne la plus centrale c'est Casey, et si j'apprécie beaucoup l'approche psychologique sur sa mentalité et ce qu'elle est censée représenter, je peux pas nier qu'elle a quelques moments un peu discutables. Elle a ce côté j'ose me permettre certains trucs qui peut être un tout petit peu ennuyeux à quelques moments. Ce qui fait que dans l'absolu, je peux comprendre qu'on l'apprécie pas trop. Je peux le comprendre. Je trouve sincèrement que ses points positifs contrebalancent très largement ça, mais ses points négatifs sont notables et font que c'est le protagoniste le moins réussi du lot pour moi. Et ouais, pour faire rapidement le topo de ce qui m'a le plus gêné, je pense que les moments où elle coupe Frank, histoire de dire « Allez, sois positif, sois positif ». Mais essaie d'être un peu plus positif. Positif. Oui, parle de ce que t'aimes. Je ne vais rien pouvoir leur raconter si tu ne me laisses pas m'exprimer. C'est un petit peu abusé, et rien que la scène où elle ôte à Frank sa boisson pour récupérer de ce voyage de téléportation un petit peu éprouvant, je trouve que c'est un peu salaud de sa part, quoi. Je sais qu'elle réagit sur l'instant, hein, j'ai besoin de boire plus que ça, mais lui aussi il a besoin. Et tu t'en fous, c'est un peu naze, je trouve. C'est des petits moments comme ça qui auraient pu être virés à plusieurs moments, parce qu'il n'apporte pas grand chose et qui n'aide pas énormément à cimenter le personnage, même si je trouve que c'est assez minime par rapport à la totalité du personnage en soi. Numéro 6, pourquoi Frank a été viré? On sait pas. Et c'est censé être un petit peu important, il est plus à Tomorrowland, il est plus à cet endroit qui est censé être cette espèce de havre loin de la réalité. Pourtant, on n'explique pas une seule seconde d'où ça vient. On montre qu'il a eu ce côté désabusé quand il a appris que cette fille pour qui l'an passé était en fait un robot qui ne vieillissait pas. Donc j'imagine que ça doit vous frustrer pas mal, à un certain degré, mais ça me paraît un petit peu gros de dire que c'est la seule raison. Ce serait cool d'appuyer pourquoi en fait il n'a pas été conservé dans cet endroit. J'apprécie l'idée, il a été viré, il a fini par en devenir aigri, et c'est très intéressant, important
pour la mentalité du personnage. J'aime beaucoup ça. Néanmoins, une raison un peu claire, précise, ça aurait pas été de trop pour moi. Numéro 5, un X un peu trop absent. J'aime beaucoup cet antagoniste. On le nomme à quelques moments, histoire de dire qu'il sort pas de nulle part, et on le voit au tout début, à l'intro, rapidement. Néanmoins, il y a facilement 3/4 de film où c'est comme s'il n'existait pas. C'est une menace qu'on cite histoire de dire, parce que les robots travaillent pour lui, mais au-delà de ça, il n'a aucune présence. Ce qui fait que, dans un sens, ça ôte un tout petit peu de la force qu'il représente à la fin, et de cette dualité qu'il représente avec la mentalité qu'on combat. Ce qui est un peu dommage. Parce que oui, j'adore Hugh Laurie, je trouve que ça aurait été cool de le montrer un peu plus que ça. Mais dans le même ordre d'idée, numéro 4, des enjeux qui manquent d'appui. Le côté fin du monde a stoppé cette confrontation des mentalités sur ce qu'il faudrait faire pour pouvoir sauver cette situation de déclin, cette fatalité, ce fatalisme qui est entré dans la tête des gens. Je trouve ça très intéressant thématiquement, et c'est ce qui fait que le dernier tiers est de loin le meilleur du film pour moi. Néanmoins, je peux pas nier que ça aurait été encore plus fort si on avait davantage appuyé avant. On a su appuyer de façon très acceptable la mentalité de Casey pour dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas sombrer dans le pessimisme, donc ça aide beaucoup le message, c'est pour ça que je l'apprécie malgré les petits défauts qu'on pourrait lui trouver. Mais le côté le monde court à sa perte est illustré de façon très ponctuelle au fur et à mesure du film, et c'est seulement à la fin qu'on se penche vraiment sur ce problème-là. Et je trouve ça un peu dommage pour un film qui veut poser des enjeux aussi forts que ça et une résolution qui ne veut pas juste partir sur c'est un cas exceptionnel très spécifique et une fois qu'on a réglé ça c'est bon. 5 trucs que je trouve génial. Ça, le fait qu'on l'appuie pas tant que ça dans les 2 premiers tiers est un peu gênant. Ça n'ôte rien à la force, je trouve, de la résolution qui est amenée. Néanmoins, ça aurait pu être plus fort que ça en fait. Un peu plus fort avec plus de temps à louer, tout simplement. Numéro 2, quelques longueurs inutiles au début. Je le redis, le premier tiers c'est le moins fort du lot. Je trouve qu'il reste à peu près solide dans l'absolu pour mettre en place pas mal de choses, la mentalité des 2 héros principaux, le petit mystère autour d'Athéna qui passe très bien, beaucoup de trucs qui sont bien rendus là-dedans. Néanmoins, je peux pas nier qu'il y a des moments qui sont un peu longués et qu'on incorpore des trucs qui sont assez inutiles. Ne serait-ce que, je sais pas, le frangin de Casey, il sert à quoi ce gars? On le voit dans quelques scènes, on la voit discuter avec lui, histoire de dire qu'elle a une attache avec lui, mais c'est quoi l'intérêt en fait? Qu'est-ce qu'il apporte à l'histoire? Rien, à part des interactions qui sont assez plates et pas très marquantes. La relation entre Casey et son père est importante et aide à appuyer le duel de mentalité qu'on instaure. C'est important ça. Son frangin, c'est juste un petit remplissage de plus quoi. Regardez, il y a ce petit gars qui existe en plus. Pourquoi? Il y a pas mal de moments aussi dans la découverte de Tomorrowland par Frank lorsqu'il est jeune qui sont très superflus et dont on aurait pu se passer en fait. Limite, remplacer ça par de la vraie découverte et pas juste notre héros qui tombe sur des trucs sans trop le savoir, qui fait un petit peu l'andouille sans le vouloir. Ça, c'est des moments de remplissage un peu notables qui gênent un tout petit peu le rythme de votre premier tiers. Mais ce qui pour moi le gêne le plus spécifiquement, c'est numéro 2, la parenthèse sur le couple de robots et qui tiennent un magasin de goodies en tout genre, surtout Star Wars, parce que Star Wars, Disney, tout ça, et qui existent dans cet univers sans qu'on justifie exactement d'où ils sortent en fait. Et il y a des robots qui sont implantés, ils ont leur vie, quoi, ils font leur truc, hein, ils ont leur délire, on est fan de Star Wars, ce genre de conneries, quoi, et ils ont ce lien avec Tomorrowland, où ils veulent retourner. Je comprends pas exactement d'où ils sortent de là. Vous les incorporez pour faire un petit peu d'exposition à notre héroïne sur ce que représente Tomorrowland après qu'elle ait découverte avec cette espèce de pins qui montre ce qu'est Tomorrowland, cette version fantasmée qui n'existe plus exactement la même. Et plutôt que de faire expliquer ça par Athéna qui la découvrirait à ce moment-là, vous inventez ce conflit
armée avec ces deux-là qui apparaissent pour dire quelques petites expositions et devenir un petit conflit rapide, histoire d'introduire Athéna, notre héroïne, de façon musclée. Ce qui est, je trouve, très superflu, surtout autour de personnages dont les motivations, les origines sont ultra nébuleuses. C'est très bizarre, je ne me suis pas penché là-dessus, j'aurais peut-être pu en parler plus en détail, mais c'est vraiment l'incorporation la plus étrange pour moi. J'ai pas compris d'où sortaient exactement ces gars-là. Genre, c'est d'anciens robots de Tomorrowland qui ont été mis à l'exil. Pourquoi? Par qui? Comment ça se fait? Pourquoi ils n'ont pas juste carrément été détruits si c'est des robots? Ce genre de conneries, énormément de questions qui se posent là-dessus et auxquelles on ne répondra pas puisque c'est juste un conflit d'une scène. Et après coup, on s'en fout puisque après, c'est les robots de Nyx qui les prendront en chasse et ceux-là, ils sont incorporés tout à fait correctement et ils sont même assez marrants dans l'idée. Le principe de rajouter cela a toujours été très inutile pour moi. Très inutile et un peu gênant dans l'explication de votre univers global. Mais le truc le plus difficile à expliquer, c'est certaines règles de votre technologie qui sont particulièrement nébuleuses et assez casse-gueule quand on s'y penche. Et ouais, ça va surtout être centré sur une technologie en particulier, cette critique-là, mais je pourrais citer 2-3 trucs qui sont un peu bizarres, notamment ce système de téléportation vers la tour Eiffel de Paris, donc, et toutes les étapes très superflues pour y venir, qui m'ont paru assez bizarroïdes, mais ça c'est pas trop grave. Je pourrais aussi citer un truc un petit peu plus grave, cette espèce de champ visuel dans la cité de Tomorrowland où on voit un aperçu du futur dans quelques secondes, et histoire de dire que voilà, le futur proche se déduit par rapport aux actes qu'on fait, et dans l'absolu je veux bien. Voilà, on a cette réaction, il y a ce petit calcul du futur imminent qui se met en place, c'est un peu cool dans l'illustration, mais ça sert à quoi? Ça sert à ce que Casey, plus tard, voit comment elle va arriver à faire quelque chose. Sauf que c'est pas logique. Si c'est du calcul de futur, ça devrait être son futur alors qu'elle est en train de chercher et qu'elle sait pas exactement comment ça marche. Pas le truc qui lui donne la solution comme ça. C'est très bizarre en fait. La logique de ce truc est pas super claire et tout ça pour pas grand chose. Vous auriez pu virer ce truc là, ça n'aurait rien changé au déroulé de l'histoire. Vous auriez juste trouvé un autre truc pour que Casey comprenne comment activer le truc. Cette bombe qui au bout du compte ne sera qu'une fausse piste. Une fausse piste très acceptable. Mais voilà. Ça, c'est un peu gênant, mais ça va surtout de pair avec le gros souci, c'est-à-dire ces pins qui montrent la réalité de Tomorrowland dans notre monde et qui déjà repose sur des tonnes de trucs dangereux. Il suffit de faire un tant soit peu pas gaffe pour que ce soit mortel, ce truc-là, et ouais, la logique de comment ça se confond avec notre monde est casse-gueule à plusieurs moments. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça à la sortie. Je vous invite à voir la réaction du fossoyeur de film avec Benzaï, qui ont fait toute une parenthèse là-dessus pour dire que oui, qu'à un moment donné, elle prend le métro et ça devrait pas aller quoi, elle va au sous-sol mais en même temps elle reste au même niveau. C'est quoi ce truc? Elle se déplace dans la réalité de Tomorrowland sans bouger dans notre réalité ou pas, sauf qu'à un moment donné on montre que ça correspond un petit peu à ça, elle manque de se noyer aussi. Le principe de comment ça marche est super nébuleux et ça aurait été tellement plus simple de juste en faire, vous savez, un appareil qui te montre une vidéo dans ta tête. Ça aurait été tellement plus simple. Mais non, on fait ces trucs interactifs qui est en lien avec le déplacement sur notre vrai monde, ce qui est ridicule. Et c'est toujours pas très logique lorsque on met ça en avant à la toute fin, où il y a des tonnes de gens qui reçoivent ces pins, les prochains aller à Tomorrowland pour réfléchir à sauver la situation. Et tu te dis, ok, ils sont à différents endroits du globe, comment ça se fait lorsqu'ils utilisent ce pins qu'ils soient côte à côte? Déjà qu'ils l'utilisent en même temps, qu'ils s'éveillent tous en même temps, c'est un timing un peu gros, mais comment ça se fait qu'ils soient côte à côte alors qu'ils sont à différents endroits du globe? Voyez le truc, c'est quoi le principe logique de cet objet? Ce n'est pas clair. C'est très casse-gueule et ça aurait été beaucoup plus clair
comme je l'ai dit, d'en faire juste c'est un truc d'hologramme, quoi. Je pense pas que ça gâche totalement la découverte de Tomorrowland par Casey au moment où ça arrive. C'est quand même assez fort visuellement à voir ça, et je comprends l'intention derrière ça, l'émerveillement qu'elle ressent malgré tout. Néanmoins, oui, c'est clair et net que la question se pose facilement dès lors qu'on prend le temps d'y réfléchir une seconde, quoi. C'est un peu gênant, mais pas au point de gâcher le film, qui est pour moi très beau dans son message, dans ses personnages, dans énormément de relations qu'on met en place, notamment Franck Athéna. Je trouve que c'est tellement couillu de faire ça. Ce film réussit tellement de trucs que même ces grossièretés qui sont pas anodines, vraiment, la liste que j'ai faite, je ne trouve pas qu'elle soit anodine, ne vont pas gâcher ça, pour ma part. Mais je peux comprendre que ces grossièretés puissent gêner, et qu'on puisse peut-être en voir 2-3 autres, évidemment. Néanmoins, ce que ça veut faire passer dans son message avec ses personnages, c'est un très très gros point fort qui compense plus que largement ces petits problèmes. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ose espérer que cette liste t'a plu, Bellastorm. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À très bientôt. Bye!